de la sortie du nouveau disque classique avec Marie-Thérèse Pfeiffer, Bernard Vente et Christophe Graveau. Balade musicale du lundi au dimanche de 16h à 17h. L'accordéon très présent sur IDFM Radio Anguin. Retrouvez du lundi au vendredi entre 11h et 12h IDFM, accordéon, magazine, danse, convivialité, jeunesse, reportage. Toutes les facettes de l'accordéon présentes sur IDFM Radio Anguin. Vous écoutez IDFM. Générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin, bien sûr. Un grand merci à Charlie qui m'accompagne pour la technique. Et puis, vous pouvez nous suivre, bien sûr, toujours sur la FM 98.0, mais aussi en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, ou encore en web radio sur Internet, bien sûr, idfm98.fr. Alors, comme tous les jours, 5 minutes sur le Covid avec notre expert Jean-Claude Durousseau et le professeur Gilles Deray. Les infos du jour, bien sûr, mais surtout, aujourd'hui, nos entretiens avec Benjamin Scroun. Bonjour. Bonjour. On a la chance de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, en studio, on respecte les distances. On a mis les 2 mètres entre nous tous. Voilà. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, président des écoles de la seconde chance. Et puis, vous êtes aussi tout nouvel élu à Enghien-les-Bains. Donc, bravo, félicitations. Et puis, nous aurons aujourd'hui aussi, en ce temps de confinement, je vais vous proposer une minute coach proposée par Valérie Guénancia sur le thème « Il n'y a pas d'échec, mais que du feedback ». Ensuite, nous aurons Philippe Piton, le président de Dinactive, l'association d'entrepreneurs de la vallée de Montmorency, avec qui on fera un tour d'horizon sur le bilan Covid des entreprises de la vallée pour voir comment elles vont repartir après tout ça, comment s'organisent-elles. Et puis enfin, nous lirons un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry grâce à Dominique Flora. Mais tout de suite, 5 minutes sur le Covid, comme d'habitude. 5 minutes pour répondre à vos questions sur le Covid. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Gilbert Deray, bonjour. Alors, on a une première question. Boris Johnson, qui a serré plein de mains à attraper le Covid-19. On lui souhaite le meilleur, bien sûr. Mais est-ce que ça s'attrape en serrant des mains? Non, ça ne s'attrape pas en serrant les mains. Le Covid ne passe pas par la barrière cutanée. Quand il a serré des mains, il s'est approché de personne. Donc, ils le lui ont transmis par voie aérienne. Ou alors, il savait le Covid-19 sur la main. Ils lui ont mis sur sa main et il l'a mis sur son visage. Alors, c'est un médecin qui nous pose cette question. Il m'arrive de prescrire de l'azithromycine. On en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y a des effets secondaires que je ne connaissais pas? Le principal effet secondaire de l'azithromycine, c'est un effet secondaire cardiologique. Ça risque d'induire ce qu'on appelle des torsades de pointe. Si vous prescrivez l'azithromycine seule, le risque est relativement faible, mais vous devez quand même vérifier sur un électrocardiogramme qu'il est normal de base. La torsade de pointe, c'est juste votre cœur qui se met à battre de façon très irrégulière. On nous pose une question, est-ce que quand je me peigne ou que je me brosse les cheveux, il y a des particules de virus qui peuvent avoir été fixées sur mes cheveux et qui peuvent me contaminer? Il n'a jamais été montré qu'il y avait du Covid-19 sur les cheveux. Si vous êtes chez vous, ça ne risque rien. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes sorti, si vous avez touché plein d'objets à l'extérieur, lavez-vous les mains avant de vous peigner les cheveux, pour ne pas en mettre partout. Alors, une autre question qui est connexe, finalement, est-ce que ce virus, il est dans l'air et est-ce qu'il se dépose un petit peu partout quand on va se promener? Grande question, et ça, c'est pas tout à fait clair. On va essayer de schématiser. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans les gouttelettes quand on tousse. Ça, c'est clair, quelque chose tenir à distance. Ce qui n'est pas clair, c'est si quand vous respirez simplement, vous allez, si vous êtes infecté, transmettre du virus à distance. En clair, c'est pas sûr, on ne le sait pas. Ce que je vous conseille, c'est garder votre distance de sécurité et vous ne risquez rien. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a le virus, il faut qu'il ait un masque et que vous ayez un masque. Une question qui complète celle-là, est-ce que quand je croise un jogger donc qui respire fortement, j'ai un plus grand risque d'attraper le virus? Si vous êtes à distance, et ben, je vais même vous dire dehors, mettez-vous plutôt à 2 mètres, vous ne risquez rien.
Beaucoup de questions sur les sprays. On a, dans une précédente émission, dit que les sprays repoussaient le virus à l'intérieur. Mais alors, il y a tous les asthmatiques et tous les gens qui font des allergies saisonnières qui nous disent, bon, bah, quid du spray? Est-ce que je continue à les utiliser ou pas? Surtout, vous continuez. Vous continuez parce que si vous ne les prenez pas, si vous déclenchez une crise d'asthme, d'abord, vous avez le danger de la crise d'asthme, et que vous avez même le danger que le Covid-19 soit plus sévère chez vous. Donc, surtout, vous continuez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est si vous avez un Covid-19, de prendre des sprays pour vous laver le nez. On nous pose une question sur l'Humira. Une personne qui est en traitement sous Humira qui nous dit, est-ce que je dois suspendre mon traitement? Non, vous ne suspendez pas votre traitement. Les immunomodulateurs doivent être continués, sinon vous risquez de pousser de la maladie. Et ce que je vous conseille dans ces circonstances, c'est si vous avez des signes du Covid-19, vous prenez contact immédiatement avec votre rhumatologue qui vous dira quoi faire. L'apnée du sommeil. Les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, alors en premier, est-ce que c'est un signe de Covid-19? La réponse est non. Et en second, je souffre d'apnée du sommeil et je souffrais d'apnée du sommeil avant, bien sûr, l'épidémie. Est-ce que je suis plus à risque qu'un autre? La réponse est probablement oui, même si je n'ai pas d'éléments cliniques absolument démontrés. Il est clair que tout problème respiratoire de base va être un risque non pas d'attraper le Covid-19, mais si vous avez le Covid-19 et s'il donne une atteinte pulmonaire, qu'elle soit plus importante. Alors maintenant, on a une question ou une remarque plutôt d'urgentistes qui disent « Nous, on a abandonné les gants, on travaille à manches courtes, par contre, on a des protections extrêmement importantes pour se protéger la tête. Et le fait de travailler à main nue nous permet de nous laver les mains beaucoup plus souvent que de changer de gants. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ?» Je trouve ça très sage. D'ailleurs, les urgentistes, ils savent ce qu'ils font. C'est beaucoup plus simple de se laver les mains régulièrement que d'avoir des gants qui, par définition, vont être rapidement contaminés. Tout à fait d'accord. Voilà, bah écoutez, c'était 5 minutes pour répondre à vos questions. Continuez à nous poser vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray ou sur ma page Facebook. Portez-vous bien. Voilà, merci beaucoup à Jean-Claude Durousseau et au professeur Gilbert Deray. On les retrouve bien sûr demain. Alors justement, à ce sujet, 2 Français sur 3 sont prêts à porter un masque dès le début du déconfinement prévu le 11 mai. C'est un sondage ELAB pour BFM TV. 63% des Français considèrent que l'approvisionnement en masques ou en tests de dépistage a été mal géré par le gouvernement et cette critique s'étend à la préparation du confinement puisque 63% des Français ne font pas confiance aux autorités politiques et sanitaires sur la préparation du déconfinement et c'est à l'Allemagne qu'ils accordent leur confiance à hauteur de 73%. Alors ils envisagent, 7 Français sur 10 envisagent de porter un masque dès le 11 mai, quelle que soit la situation envisagée, un chiffre qui grimpe à 9 Français sur 10 concernant les transports en commun ou encore pour la visite de personnes vulnérables, bien sûr. 85% des Français envisagent de porter un masque pour faire leurs courses et 80% sur leur lieu de travail. 75% comptent même en faire porter à leurs enfants dès leur retour sur les bancs de l'école. L'annonce de la date de déconfinement a tout de même boosté le moral des Français puisqu'ils sont 70% à avoir bon moral. Alors Benjamin Schroun, on a la chance de vous avoir avec nous en direct en studio. Vous allez distribuer des masques. Alors on a déjà distribué des masques à toutes les pharmacies d'Île-de-France. C'est 3,6 millions de masques qu'on a distribués. On a doté de 1000 masques. Ces masques qui sont à destination des professionnels de santé, mais aussi des patients qui ont une prescription médicale et qui ont besoin d'un masque. Demain, à partir de demain, on va commencer à distribuer aux commerçants. On va faire une dotation aux commerçants, donc partout en Île-de-France. Et aussi, on a une opération qui va commencer à partir lundi, en partenariat avec la CPME et la Chambre des métiers et de l'artisanat. On va faire des points de distribution pour les TPE et les artisans qui vont se retrouver un peu partout dans le Val d'Oise. Il y aura entre 5 et 7 points de distribution où le matin, ils vont pouvoir venir chercher des masques pour reprendre l'activité ou pour leur activité d'aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir 15 jours de masques en attendant les dotations de l'État. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller de la région Île-de-France. Est-ce que c'est à ce titre-là que vous distribuez ces masques? Oui, c'est dans cette crise, je pense que, et c'est assez révélateur du sondage que vous avez donné sur l'Allemagne et la France, on se rend bien compte que les régions, les collectivités locales, la proximité est indispensable dans ce genre de crise et encore plus révélateur d'un besoin criant de décentralisation.
Et donc cette mesure de distribution, c'est valable pour toute l'Île-de-France? C'est valable pour toute l'Île-de-France. On a commencé dans certains départements. Nous, on récupère la dotation cet après-midi. La CPME va récupérer sa dotation et la CMA. Et puis, on va commencer à distribuer à partir de lundi. Donc, bonne nouvelle, à partir de lundi, vous commencez à distribuer. Donc, je rappelle ce que vous venez de dire, des masques pour les TPE notamment et les artisans, afin qu'ils puissent recommencer à travailler. La ville d'Anguin l'a annoncé hier. On a commandé 24 000 masques tissus pour les adultes et les enfants et 30 000 masques chirurgicaux. Donc la ville d'Anguin se dote pour ses habitants aussi de masques tissus et des masques chirurgicaux. Merci pour ces bonnes nouvelles. Allez, autre info du jour. 11 marchés sont à nouveau autorisés en Val d'Oise par dérogation du préfet du Val d'Oise Amaury de Saint-Quentin. Il s'agit d'Auvers-sur-Oise, de Beauchamp, Beaumont-sur-Oise, Bezons, Chaussy, Fos, Plessis-Bouchard, l'Isle-Adam, Montigny-les-Cormeilles, place Pablo Picasso, Montsou, Pontoise et les Cordeliers, dans le quartier des Cordeliers. Alors les habitants, commerçants, producteurs qui peinent à s'approvisionner en denrées essentielles et à une alimentation de qualité sont bien sûr ravis et soulagés d'ailleurs, comme tous les commerçants et les producteurs qui peinent à vendre, parce que la première chose c'est d'assurer la sécurité alimentaire bien sûr des Français. Autre information, c'est Gérald Darmanin qui a annoncé le report des dates de déclaration de paiement de certains impôts. Donc pour l'impôt sur le revenu, si vous êtes salarié sans aucun autre revenu, la date est fixée au 11 juin. Mais si vous êtes salarié et que vous avez d'autres revenus, notamment nécessitant l'intervention d'un expert comptable, le report est fixé au 30 juin. Pour les sociétés, par contre, ce sera le 30 juin pour les exercices clôturés en décembre 2019, au 31 janvier 2020 et au 29 février 2020. Et pour le solde de l'IS, l'impôt société, la date est fixée au 30 juin sous réserve d'absence de versement de dividendes et de rachat d'actions pour les grandes entreprises. Je vous signale uniquement les dates les plus importantes, mais bien sûr, il y en a plein d'autres selon les catégories socio-professionnelles. Autre info du jour, c'est le chiffre des salariés au chômage partiel qui a été réactualisé par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Sur BFM TV, c'était hier. 10,2 millions de salariés sont concernés à ce jour, c'est-à-dire un salarié sur 2, 6 entreprises sur 10, soit 820 000 entreprises. Les entreprises ont jusqu'au 30 avril pour faire leur déclaration. De mars-avril, la date a donc été reculée. Et ça, c'est pour faire une mise au chômage partiel. Et une entreprise sur 2 n'a pas encore fait sa demande de paiement. Donc la ministre rappelle que 98% des demandes de paiement ont déjà été versées, même si de nombreuses entreprises se plaignent de retard de paiement de la part de l'État, ce qui aggrave encore leurs problèmes de trésorerie. Alors, le délai de remboursement par l'État est de 7 à 10 jours. Plus de 20 milliards d'euros ont déjà été provisionnés par l'État pour financer cette mesure qui permet aux salariés de toucher 84% de son salaire net et 100% s'il est au SMIC. La sortie du confinement le 11 mai ne signifie pas la fin du chômage partiel, elle l'a bien rappelé. Il sera dégressif au fur et à mesure que l'activité reprend, a précisé la ministre qui a invité les chefs d'entreprise à relancer leurs activités dès maintenant si le marché leur permette et s'ils mettent en place bien sûr les bonnes pratiques en termes de santé. Mais ce qu'elle a rappelé aussi de très important, c'est que en tant que chef d'entreprise, vous devez faire une demande de paiement. Ça n'est pas parce que vous êtes inscrit pour vous bénéficier de la mesure du chômage partiel. Il faut en plus faire une demande de paiement. Vous êtes d'accord avec ça, Benjamin Schroun? Oui, alors juste pour peut-être vous donner les chiffres valdoisiens. Dans le Val d'Oise, il y a 16 332 entreprises qui ont demandé l'activité partielle. 172 000 salariés qui sont en activité partielle, c'est 44% des salariés du Val d'Oise. Les trois secteurs concernés, c'est pas étonnant, BTP, commerce et restauration. Comme dans toute la France, voilà, hôtels, commerce et BTP sont malheureusement, bien sûr, les plus touchés. On reviendra avec vous tout à l'heure justement sur les mesures faites par la région Île-de-France, si vous voulez bien. Autre information importante, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre donc de l'université de l'école, de l'éducation nationale, qui a été auditionné hier par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale en visioconférence et qui a insisté sur donc les modalités qui sont en prévision pour le retour à l'école, même s'il doit en discuter avec toutes les parties prenantes et en particulier les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. Donc il envisage une pré-rentrée des professeurs la semaine du 11 mai, en même temps que la rentrée des classes des grandes sections de CP et de CM2 avec 15 élèves maximum par classe. Une priorité, par contre, pour les établissements en réseau d'éducation prioritaire et en milieu rural. Donc avec ça, on a compris que ce serait plutôt donc les écoles en réseau d'éducation prioritaire, je répète, et en milieu rural. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est en réflexion. Il envisage la semaine du 18 mai qui serait la rentrée des classes de 6e à la 3e. Et puis ensuite aussi pour les premières et les terminales de lycée. De même que pour les ateliers industriels des lycées professionnels. Pour le reste, l'ensemble des classes pourrait rentrer dès la semaine du 25 mai avec néanmoins une limitation, je répète, de 15 élèves par classe, mais les modalités restent bien sûr à négocier avec donc le syndicat des enseignants, je vous l'ai dit, et les parents d'élèves. En tout cas, je rappelle que 12 millions d'élèves sont concernés. Il y a aussi quelque chose peut-être qui pourrait vous intéresser, c'est que le CNED a développé des cours à distance. Ça s'appelle Ma classe à la maison et ça concerne actuellement 2,5 millions d'élèves qui se sont inscrits avec 400 000 professeurs. Et donc, 92% des élèves travaillent déjà à distance par d'autres moyens. Ça, c'est valable pour toute la France, bien sûr. Dans les mails aussi, les élèves sont en relation avec leurs professeurs par mail. Mais ça reste quand même une fracture de 8% d'élèves qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures. Et pour ce faire, le ministre de l'Éducation nationale a développé un budget de 15 millions d'euros qui a été débloqué pour les collectivités publiques et les associations qui délivrent des tablettes. Voilà, dernière petite information du jour. Netflix, parce que je pense que vous passez beaucoup de temps devant la télé, a fait état d'un doublement de ses inscriptions avec plus de 15 millions de nouveaux clients payants, alors que le groupe tablait sur une hausse de seulement 7 millions. Voilà, ça montre un peu l'intérêt dans le monde entier donc, des nouveaux clients. Alors, Benjamin Scroon, Covid 2019, la région Île-de-France a lancé un grand plan d'urgence pour les entreprises. On peut peut-être voir ensemble les mesures. Alors, il y a beaucoup de mesures, je vais vous les citer. Après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de la région. Les mesures bougent parce que, les préconisations de l'État bougent. Donc on s'adapte. Donc on s'adapte au fur et à mesure. Donc vraiment, il faut aller en ligne et pas se tenir au PDF du jour J parce que peut-être 2 jours après, ça peut évoluer. Vous avez plusieurs dispositifs. Vous avez le fameux fonds de solidarité État-région qui est de 7 milliards d'euros. La région a mis 156 millions d'euros dans ce fonds. Mais ce fonds est national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 156 millions d'euros d'aide aux entreprises. Je pense qu'ils vont arriver. Ça va dépendre de qui arrive en premier. Donc j'invite, je le dis toutes les semaines, toutes les entreprises d'Île-de-France et du Val d'Oise à y aller le plus rapidement possible. Donc c'est une question de priorité, plus vite on s'inscrit, plus vite on a les fonds. Tout à fait, et plus vite on utilise ces fonds-là. Pour vous donner aujourd'hui une idée, c'est déjà 130 millions d'euros qui ont été alloués sur ce fonds. Il y a 2 vagues, une vague sur impôts.gouv.fr et une deuxième vague à région. La première vague, c'est les fameux 1500. Déjà alloués. Et puis il y a une deuxième vague qui va de 2000 à 5000 euros, ça va dépendre du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, c'est la première vague d'aide. Après, on a aussi un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle Covid-19. Alors là, excusez-moi, ce sont des aides qui sont remboursables? Non, c'est des aides, c'est pas des prêts. D'accord. C'est de l'argent qu'on va donner aux chefs d'entreprise. Et puis, vous avez un dispositif... Donc c'est carrément un don, on peut dire. C'est une subvention. Voilà, une subvention. Dans les collectivités, vous avez aussi un dispositif qui s'appelle Covid-19, qui permet aux PME qui vont contribuer, j'allais dire, à l'effort de guerre, de pouvoir aller plus vite s'ils ont besoin de financement. Ça peut aller jusqu'à 800 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 100% de notre intervention. Vous savez que normalement, on intervient à 50%. Là, ça peut aller jusqu'à 100%. Et c'est pour aider des entreprises qui vont faire des masques, faire du gel hydroalcoolique, faire des charlottes ou tout autre dispositif, ou faire fameuses vitres en plexiglas pour les commerçants. Tout ça va permettre de pouvoir aider ces entreprises à développer leur activité sur un besoin dans cette crise sanitaire.
Et puis vous avez plein de dispositifs. Tout à l'heure, vous parliez du CNED et des tablettes. Vous savez que la région a mis à disposition des lycéens, près d'un lycée sur deux, des ordinateurs et des tablettes. Je pense que le lycée d'Anguin, qui a une dotation pour ses lycéens sur les tablettes à ordinateurs, comprennent toute l'utilité aujourd'hui d'avoir un espace numérique de travail lycée, un ordinateur région pour pouvoir travailler, parce que là, il y a une vraie continuité pédagogique qui peut se mettre en place. Parfois, on nous a dit que ça allait trop vite, mais je pense que là, l'histoire nous donne raison sur le fait d'avoir mis en place ces outils numériques. Donc voilà, après, vous avez plein d'autres dispositifs qui ont été mis en place. On a un fonds de 10 millions d'euros pour les professionnels de santé, pour les médecins, pour s'équiper, où ils peuvent nous envoyer des factures pour qu'on puisse... Donc là aussi, les médecins, c'est une question prioritaire. Plus vite on s'inscrit, plus vite on a des aides. Alors là, non, c'est un fonds régional. C'est un fonds régional de 10 millions d'euros pour les aider à s'équiper en achat, en chariot, en matériel stérile, même si on a un véhicule pendant la crise, etc. Au départ, c'était médecins, infirmiers, sages-femmes. On est en train d'ouvrir d'autres professionnels de santé. On va aussi distribuer là des masques supplémentaires aussi pour les kinés, puisqu'ils commencent à reprendre, et qu'il y a une rééducation post-Covid pour les gens qui ont été infectés. Les dentistes aussi demandent à être équipés. Donc là, on est en train de voir pour tous les professionnels de santé comment on peut accélérer ces aides-là. Et là, Benjamin Schroun, s'il vous plaît, c'est toujours sur le site, toujours sur le site de la région. Il n'y a pas une plateforme dédiée aux médecins ou aux entreprises? Sur le site de la région, vous avez tous les dispositifs Covid avec des adresses particulières. Et puis, le dernier point important, on a créé une centrale d'achat pour les collectivités, les entreprises et les partenaires associatifs, pour qu'ils puissent acheter en manière sécurisée, groupée, tout, masque, gel, blouse, etc. Donc ça, c'est sur le site de la région, pareil, en homepage, vous avez tout. Et là, ça permet de sécuriser. Tout à l'heure, il y avait une publicité qui disait, avant l'émission, attention aux arnaques. Moi, je reçois tous les jours des entreprises altruistes qui trouvent plein de filières de masques. Je ne suis pas sûr que toutes ces entreprises ont des masques aux normes, avec un circuit de distribution valable, et est-ce qu'on va les recevoir? Oui, parce que là, on entend vous parler des masques faits maison, j'allais dire, avec du tissu. Alors là, vous distribuez que des masques aux normes FFP2, j'imagine. Alors FFP1, FFP2, tissu, on a rajouté le gel et tout ce qui est charlotte, sur chaussures, etc. Et ça, c'est sur le site de la région, vous pouvez trouver l'ensemble de ces dispositifs. Et on continue à doter, puisqu'on a acheté 30 millions de masques, on continue à doter... on a doté avant-hier des taxis. Donc vous avez réussi à avoir 30 millions de masques pour le moment? Oui, on a commandé 30 millions de masques, on a une dizaine de millions là, qui est arrivé. En fin de compte, c'est des excellents liens qu'on a avec la communauté chinoise en Ile-de-France, qui est très présente, qui a réussi à nous trouver des filières très sécurisées. Et après, on a eu l'autorisation de l'État, qui a été compliquée, pour pouvoir acheminer ces masques. Donc vous voyez que la région est pleinement mobilisée dans cette crise. Et vous voyez que l'échelon régional est quand même le bon échelon pour pouvoir accompagner nos concitoyens dans ces crises et nos entreprises. Alors Benjamin Schroun, merci pour tout ce rappel des mesures et de distribution de masques. C'est une très très bonne nouvelle pour toutes les professions, je rappelle, médecins et professions de santé inclus. Est-ce que si on a un problème, on peut téléphoner? Alors sur la plateforme d'achat, vous avez un téléphone ou un site internet. Pour les entreprises, vous avez un numéro unique qui est pareil sur le site de la région, pour pouvoir être accompagné dans le fonds de solidarité ou dans d'autres dispositifs, puisqu'on a aussi des prêts garantis. On est passé de 70 à 90% de garantie sur nos prêts, sans que le chef d'entreprise soit garantie personnelle. Donc on continue à aider avec les dispositifs qui existaient. On en a créé de nouveaux, comme le PME Covid dont je vous parlais tout à l'heure, comme le fonds de solidarité. On essaie d'être là le plus proche possible des entreprises et de leurs besoins, pour le mieux les accompagner et pour les aider à ce que cette période-là, qui est difficile pour eux, puisse être passée dans les meilleures conditions et qu'il puisse y avoir une meilleure reprise économique demain. Alors j'avais noté un numéro de téléphone, je ne sais pas s'il est bon, en tout cas pour les entreprises, c'était le 01 53 85 53 85, du lundi au vendredi de 9h à 18h, et puis aussi une adresse mail, c'est covid-19, aide au pluriel aux entreprises, tout ça au pluriel, @ile-de-france.fr. C'est bien ça, Benjamin Schroun? Merci beaucoup de nous avoir rappelé toutes ces mesures. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire en conclusion? Allez sur le site, regardez tous les dispositifs qu'il y a pour aider vos secteurs d'activité. Et puis, n'hésitez pas, nous, tous les mardis matins, avec le préfet, j'anime une réunion
sur l'emploi, la formation et le développement économique, où on essaie de remonter les problèmes de terrain pour pouvoir aménager les dispositifs. C'est comme ça qu'on a fait, j'allais dire, du lobby auprès du gouvernement pour passer de 70 à 50% du chiffre d'affaires pour la première règle du fonds. Vous saviez, on avait un chiffre d'affaires de référence, et c'est comme ça qu'on a fait remonter, qu'on a pu faire changer les choses. Donc n'hésitez pas à faire remonter vos chambres consulaires, vos syndicats professionnels. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, si vous n'arrivez pas à joindre la région Île-de-France, vous pouvez toujours vous reprendre contact avec la CCI ou avec la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, bien sûr. Merci Benjamin Schroun. Merci à vous. Je vous propose une première pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques minutes. Au revoir, bon après-midi. Qui donne envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir le sentimental. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Prête? Nous voici de retour. Vous avez reconnu un extrait de la chanson d'Alain Souchon sur IDFM Radio Anguin au bar de l'économie, avec un de ses titres phares, La foule sentimentale. Alors, on continue notre émission avec, pour aujourd'hui, pour vous faire du bien, un petit point bien-être avec Valérie Guénancia sur le thème « Il n'y a pas d'échec que du feedback », parce que vous êtes coach, Valérie. Vous faites partie d'ailleurs du Conseil européen du coaching et du mentorat de la supervision, l'EMCC, n'est-ce pas, Valérie Guénancia? Oui, merci beaucoup. Merci Florence. Donc le MCC France, effectivement. Et donc je propose aujourd'hui une petite chronique de quelques minutes pour vous expliquer un des postulats de la PNL, c'est-à-dire une phrase dont on estime qu'elle est essentielle et qu'elle peut aider les personnes à mieux vivre leur quotidien. Donc la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est un des outils que ont certains coachs et qui permet en fait de mieux comprendre comment est programmé le cerveau par rapport à ce qu'on se dit, ce qu'on pense et ce qu'on visualise. Donc là, je vais vous proposer cette phrase que vous avez donnée en introduction. Il n'y a pas d'échec, que du feedback. Ça veut dire quoi ce mot anglais de feedback? Ça veut dire tout simplement que quand on fait quelque chose, en fait, on a un retour de cette chose. On a une information qui nous est donnée. To feed, ça veut dire nourrir. Back, c'est en retour. Qui nous nourrit en retour. Et nous, on a tendance à se dire, j'ai mal fait quelque chose, c'est un échec et ce n'est pas bon pour moi. Or, c'est tout le contraire. En fait, à chaque fois que vous allez avoir un échec, nous, on va estimer qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste que c'est un apprentissage. Et donc, je vais vous inviter à regarder en vous ce que vous considérez comme un échec. Et peut-être de le regarder en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai appris à cette occasion? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer à partir de maintenant? Qu'est-ce que je ne ferai plus? Et qu'est-ce que je vais faire différemment? Ça fait beaucoup de questions, vous pouvez en choisir qu'une évidemment. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Mais déjà, au regard de ce que je vis actuellement et qui peut présenter évidemment beaucoup d'inconfort, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir changer par la suite? Qu'est-ce qui est entre mes mains? Donc, je vais vous donner un exemple à titre personnel, à titre familial. Pour certains d'entre vous, on a des enfants, d'accord? Et si un enfant, quand il tombe, au moment où il apprend à marcher, quand il tombe, on ne l'encourage pas, nous parents, à se relever et à continuer à marcher, en fait, on considère que c'est un échec. Voilà. Alors que lui, il va considérer que c'est du feedback, il va continuer à essayer des centaines de fois à se relever pour marcher. C'est exactement ça qu'on peut vivre dans nos vies pour avoir un meilleur développement personnel.
À titre, par exemple, d'entreprise, d'investissement, si vous avez effectué un mauvais investissement, effectivement, il y a un impact, hein, on ne nie pas l'impact, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quelle est la leçon. Qu'est-ce que j'apprends de ce qui s'est passé et comment je vais pouvoir le modifier par la suite. D'accord ? Donc, c'est à la fois quelque chose qui va vous permettre de vous donner le droit à l'erreur, hein, dans une démarche d'apprentissage pour vous, et puis aussi par rapport à votre entourage, donc peut-être un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de tolérance et un petit peu plus d'accueil. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette belle journée. Merci beaucoup Valérie Guénantia. Je rappelle que vous êtes consultante, vous exercez en Val d'Oise, vous êtes installée à Montmorency. Et donc, je rappelle votre nom, Valérie Guénantia. On peut donc vous joindre très vite. En tout cas, merci pour cette chronique qui, en temps de confinement, nous fait du bien. Je rappelle que le thème, c'était « Il n'y a pas d'échec que du feedback ». Et donc, on peut profiter, si j'ai bien compris, de ces temps de confinement pour réfléchir et finalement trouver tout ce qui est positif dans ce qu'on a considéré peut-être comme à tort un échec. Très bonne journée. On continue notre émission avec donc une petite musique et on revient dans quelques secondes avec notre invité suivant. Elle était pâtissière dans la rue 60, des gens petites manières, attirent les clients. On aimait à l'extrême, ses yeux de pluie d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche qui fou. Et le soir au matin, dans son petit magasin, là, elle prend des petits garçons qu'elle plie bien comme il faut, dans un joli petit blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se rémoussait gentiment. Allez voir comme elle vendait ses deux petits bris de Cholet. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parvenir à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi mademoiselle un cornet de marron. Et d'un hyper malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, mais les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista peut-être pour qu'il prit du nougat. Et lui hochant la tête, tristement répliqua, ah mon ange, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou. Moi, elle vend des petits gâteaux, bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lisait les yeux blancs, ils sont se temps tremblotant, dans un verre d'eau et d'argent et une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée qu'il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le délice du sol. Elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. Il répond d'un bon sec, je n'aime pas les gâteaux. Et le vendait. Voilà, vous avez reconnu une chanteuse bien française de chez nous, au bar de l'économie, sur IDFM Radio Anguin. Alors, notre dernier invité du jour, c'est Philippe Piton. Philippe Piton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de DINActive, l'association d'entrepreneurs de la vallée de Montmorency, qui comporte à peu près 200 entrepreneurs de toute taille, j'allais dire. Alors, on va faire un petit bilan ensemble du Covid-19. Expliquez-nous un peu où en est le moral des patrons et des salariés, d'ailleurs. Ont-elles encore besoin d'aide? Puisque on a rappelé justement au début de l'émission que le délai était reporté au 30 avril, donc il y a encore possibilité. Et puis, ensuite, on passera peut-être à la deuxième phase. Comment repartir après tout ça? Comment s'organise-t-elle? Alors, quel est le moral, quel bilan pour les entreprises de la vallée? Écoutez, le moral des entrepreneurs est plutôt bon. Ils se préparent à une crise économique qui est encore devant nous et qui commence à faire sentir ses premiers signes. Nous avons des réunions avec les outils numériques qui nous sont proposés, qui nous permettent d'échanger pas mal sur les difficultés rencontrées par les uns et les autres. Donc il y a de l'inquiétude pour la suite. Il y a de l'inquiétude pour le déconfinement et ses suites. Mais je dirais que le moral est plutôt bon. En fait, est-ce qu'elles ont peur de ne pas retrouver les marchés qu'elles avaient avant? Alors, ce qu'on peut retenir chez l'entrepreneur, c'est sa lucidité, c'est-à-dire que les entrepreneurs sont assez lucides et ont compris qu'il y allait avoir des changements profonds, il y a déjà des changements profonds et qu'elles seraient impactées fortement. Je disais dans cette réunion, nous avons eu une réunion hier en visioconférence qui réunissait 24 à 25 entrepreneurs. Le maître mot chez l'entrepreneur, c'est d'anticiper. Donc la lucidité et l'anticipation le préparent à faire face à ce qui n'est pas encore arrivé et qui arrive, c'est-à-dire une crise économique majeure.
Donc, elles sont conscientes que finalement la crise est devant nous. C'est ça que vous voulez nous dire ce matin, que le pire est à venir. C'est ça que je comprends. Alors, comment s'organise-t-elle pour la reprise? Comment repartir après tout ça? Écoutez, alors là, si j'avais la réponse, je pense que on multiplierait le nombre d'auditeurs de votre radio. On cherche tous les réponses. Pour le moment, ce qu'on cherche à maintenir, c'est le lien entre les entrepreneurs, parce qu'on sent que c'est très très important pour le moral. Or, le mental et le moral chez l'entrepreneur, c'est très très important. C'est ce qui fait qu'il se lève le matin et qu'il va travailler et réaliser son chiffre d'affaires et son activité. Donc, on maintient le cap. On a beaucoup d'incertitudes devant nous. Je rappelais hier à cette réunion que le propre de l'entrepreneur, c'est d'avoir un plan A, un plan B et parfois même un plan C. Donc, on doit prévoir le pire, et peut-être même que le pire, on ne l'entrevoit pas encore. Mais les entrepreneurs se préparent quand même à une crise majeure et ne visualisent pas de solution en elle-même. La solution, c'est de toute façon de garder le moral et de vivre un petit peu au jour le jour. La solution, c'est d'avoir un regard très fixe sur ces tableaux de bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà une crise qui est derrière nous, qui est la crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, qui aura déjà ses conséquences, mais on ne mesure pas encore les conséquences de la crise future qui va venir et qui va peut-être durer sur la crise sanitaire. Donc on n'a pas de solution en fait. Je dirais même que les aides que j'entendais de votre élu de la région, les entrepreneurs l'entendent et le reçoivent positivement, mais elles savent pertinemment que ça ne suffira pas et elles savent pertinemment aussi que certains entrepreneurs ne traverseront pas cette crise sans subir de gros dommages. Sans casse, donc. Est-ce que les entreprises de la vallée de Montmorency ont fait appel à ces aides ou est-ce qu'il y en a encore qui hésitent ? Non, globalement, l'information a plutôt bien circulé. Les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, l'agglomération, la région, nous ont transmis des informations que nous avons relayées, qui d'ailleurs est présent sur le site d'inactive.fr et sur le site de la région et sur le site de l'agglomération. Donc les entrepreneurs ont été bien informés, sont bien accompagnés. Nous avons aussi, comme hier à cette réunion, des banquiers, je pense notamment à Isabelle Lefebvre du CIC, qui est un partenaire de l'association, qui nous a bien expliqué le process assez simple, parce que finalement, il faut reconnaître que c'est assez simple de faire appel à ces dispositifs. Et donc, les entrepreneurs se plient assez facilement et ne rencontrent pas trop de difficultés pour aller chercher ce type d'aide et ils vont le chercher, sachant très bien que ça ne suffira probablement pas. Et vous avez bien compris qu'il fallait non seulement, après qu'on ait fait la demande d'aide, faire les demandes de paiement. Hein, vous saurez bien leur rappeler, puisque vous dites que vous faites des réunions régulières. C'est comme ça que vous maintenez le moral des chefs d'entreprise. C'est parce que, avec votre association d'Inactive, vous faites des réunions régulières entre chefs d'entreprise ? Ça restera l'ADN de d'Inactive, c'est de faire le lien entre les entrepreneurs, puisque les entrepreneurs travaillent beaucoup en réseau. Aujourd'hui, ce que nous aimions, c'est-à-dire nos événements avec la convivialité, la relation d'échange proche et personnel, nous ne pouvons plus l'avoir. Donc nous utilisons les outils numériques qui fonctionnent finalement assez bien, qui ne remplacent pas la relation humaine directe, bien sûr, mais qui nous permet quand même de pas mal échanger. Donc nous maintenons le lien. Et nous savons surtout que de toute façon c'est ensemble qu'on s'en sortira et qu'il faudra aussi qu'il y ait des actes de solidarité entre les entreprises et probablement entre les secteurs d'entreprise, parce que on s'aperçoit que les entreprises en fonction de leur secteur ne vivent pas la crise de la même façon. Vous disiez très justement que le bâtiment, le tourisme, l'événement, la restauration sont très fortement touchés. Il y a aussi des entreprises qui ont une reprise d'activité. Je pense à un entrepreneur qui est dans la confection et qui est en train de réaliser des masques et qui est débordé sur les commandes, mais qui répond encore aux demandes. Les sociétés de conseil sont plutôt en pause parce qu'elles ne sont pas des budgets prioritaires pour ceux qui leur passent commande. Et pour l'instant, il y a différents types de difficultés, de questionnements qui arrivent. Les petites entreprises, c'est les questionnements de trésorerie. La plus grosse entreprise, c'est les questionnements sur le social, sur le chômage à temps partiel. Et nous, d'Inactive, nous établissons des liens pour justement mettre en relation les uns les autres. Alors, vous avez tout de suite, vous avez parlé d'une entreprise qui fabrique des masques. Je pense que nos auditeurs sont très intéressés. L'entreprise en question, à qui confie-t-elle sa fabrication ? Est-ce que c'est l'État ou bien est-ce que ça peut être les communes qui commandent chez elle ? Comment ça se passe ?
Écoutez, c'est une entreprise de confection de prêt-à-porter qui de toute façon était à activité zéro sur le prêt-à-porter, qui a adapté son outil de production pour pouvoir confectionner des masques, qui s'est mis en norme et en conformité avec toutes les normes AFNOR et d'autres normes qui lui permettent de garantir la qualité de ces masques et qui aujourd'hui propose avec ces normes et cette conformité des masques aux différents interlocuteurs, collectivités, entreprises et même particuliers s'il y a un besoin. Est-ce que les entreprises de la vallée de Montmorency se réorganisent commercialement parlant, puisqu'on parle bien sûr d'une montée en flèche du numérique et puis du télétravail? Est-ce que vous le voyez chez les entrepreneurs qui sont adhérents à Dynactive? Alors, on voit pas encore les actions, mais on voit déjà des réflexions avancées. Nous avons quelques entrepreneurs qui sont vraiment ancrés dans le numérique. On sent que chacun éprouve le besoin de se poser la question de comment bien communiquer, comment reprendre contact avec sa clientèle, comment donner envie d'aller vers sa clientèle sans donner le sentiment d'être trop opportuniste. D'ailleurs, il y a des visioconférences thématiques qui sera organisée par Dynactive sur ce sujet, mais les entrepreneurs sont déjà dans des questionnements de relance d'activité par le numérique, oui, c'est évident. Et vous pensez que le télétravail va se poursuivre longtemps? On sait de toute façon qu'on aura un déconfinement progressif, donc de toute façon on va encore télétravailler, mais est-ce que vous pensez que c'est une habitude qui leur plaît? Alors, pour l'instant, c'est une habitude qui s'impose un petit peu à tout le monde. Voilà. On mesure aussi la fracture numérique, c'est-à-dire que chez les entrepreneurs, comme même partout en France et dans toutes les couches de population, il y a un niveau d'utilisation assez irrégulier de l'outil numérique. Donc il y a ceux qui savaient utiliser ces outils, il y a ceux qui apprennent à utiliser ces outils. Donc on va mettre la pédagogie au centre aussi de nos actions pour que les entrepreneurs apprennent à utiliser ces outils qui vont devenir incontournables et avec lesquels on prend déjà quelques habitudes. Voilà. Donc en effet, l'installation de la visioconférence, du télétravail, pour certaines activités sera de toute façon amplifiée. Pour d'autres activités comme le BTP, comme le commerce de bouche et la restauration, on ne pourra pas remplacer. Bien sûr, tous les artisans, on ne peut pas les remplacer, c'est évident. Si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il actuellement, Philippe Piton? Écoutez, alors déjà un message, j'ai envie de dire citoyen, c'est de dire que le confinement que nous partageons tous, c'est chaque jour la construction du déconfinement final et de la solution. C'est un avis personnel. Pour ce qui est des entrepreneurs, je leur dis qu'il est nécessaire d'anticiper et d'être très lucide, mais je dirais qu'ils n'ont presque pas besoin de conseils à ce sujet. Et je dirais que globalement, l'entreprise, et c'est un petit peu dans son ADN, elle doit renforcer son adaptabilité parce qu'on voit bien que les informations qui circulent sur ce virus, sur la réaction du gouvernement, les règles qui vont sortir des débats sont fluctuantes et donc l'adaptabilité de l'entreprise va être très très importante et un défi majeur. Oui, ça, on en a tous conscience. Merci beaucoup Philippe Piton pour ce point de vue entrepreneur. Et puis écoutez, on est à disposition. Peut-être que hors antenne tout à l'heure, vous allez pouvoir me donner les coordonnées de l'entreprise et si elle souhaite, celle qui fabrique les masques, et si elle souhaite qu'on affiche sur notre page Facebook ces coordonnées, eh bien on le fera volontiers. Voilà. Merci. En tout cas, très bonne journée à vous et on refera un point un peu plus tard si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Bonne journée. Très bonne journée. On va poursuivre notre émission avec une petite pause musicale, bien sûr. On revient avec vous dans quelques secondes. Petite entreprise, connaît pas la crise, panouille et l'exil, de trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper. Qui fait que je me dresse, fait que je bosse, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, comme partie de la matinée, et les vacances, abstinence, ma petite
importe, le tiers des néants. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe, porte à porte imprimé au sud de la Birmanie, le lobby en Libye, au Laos, là s'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament. Suggère la reprise, embauche, débauche, inlassablement sur les doigts, et mes doigts, les palpés là, c'est évident, qui fait que je suis, que je toque, à chaque palier, l'escalier, c'est bâtiment B. Alors elle se lève, je mets autre chose. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte. Je perds le nord, qu'importe, quand je vois se joindre les pyramides, les nubis. Là s'écoule à mes oreilles, ma petite entreprise, connaît pas la crise, épanouie et l'exil. Trésor satiné, doré à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'eau. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, l'eau. On y va ? Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Après ces pauses musicales, on poursuit avec notre lecture du jour. Aujourd'hui, Dominique Florat va nous lire un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry, un livre bien connu. Pourquoi ce choix, Dominique ? Bonjour Dominique. Alors, bonjour tout d'abord Florence, et puis bonjour à toutes et à tous. Et bien, écoutez, ce choix parce que Le Petit Prince, c'est tout simplement la référence en littérature française. C'est un ouvrage qui a été publié, pour vous donner quelques mots, en 1943 aux États-Unis, lorsque Saint-Exupéry était en exil. Il a été publié ensuite en France en 1946 et malheureusement, il n'a pas connu en fait le succès de son livre parce que lui-même est décédé en 1944. Alors pourquoi c'est une référence ? Tout simplement parce que c'est un livre qui a été traduit en 360 langues et c'est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible, tout simplement. Donc c'est la référence dans la littérature française qui défend aussi notre langue dans le monde entier. Alors Dominique, merci pour ce choix et on vous écoute. Alors l'histoire, c'est un petit prince qui arrive sur Terre et puis qui rencontre un aviateur qui était tombé en panne. Il visite plusieurs planètes et là je vais vous lire en fait l'extrait où il arrive sur la planète Terre. Donc la 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée de dimension de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 515 allumeurs de réverbères. Alors vu d'un peu plus loin, ça fait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe.
puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seule la lueur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes, comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum, c'est inutile, vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. »« Bonne nuit, fit le serpent. »« Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur Terre ?»« Ici, c'est le désert, il n'y a personne dans les déserts, la Terre est grande, dit le serpent. » Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. »« Elle est belle, dit le serpent. »« Mais que viens-tu faire ici ?»« J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. »« Ah, fit le serpent. » Et ils se turent. « Où sont les hommes ?» reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. » Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. » Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. » Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. » Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié. Toi, si faible sur cette terre de granit, je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... »« Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme ? » « Je les résous toutes, dit le serpent. » Et ils se turent. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. »« Bonjour, dit la fleur. »« Où sont les hommes ?» demande poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. « Les hommes, il en existe, je crois 6 ou 7, je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils mangent des racines, ça les gêne beaucoup. »« Adieu, fit le petit prince, adieu, fit la fleur. » Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne, les seules montagnes qu'il eût jamais connues, comme les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, dit-il à tout hasard. »« Bonjour, 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 répondit l'écho. »« Qui êtes-vous, dit le petit prince. Qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous, répondit l'écho. »« Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. »« Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. »« Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur, elle parlait toujours la première. » Voilà, Florence, je vais m'arrêter là, j'aurais pu continuer. Ah, mais on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est magnifique comme texte. Merci beaucoup, Dominique Flora, de nous avoir fait partager un livre que vous aimez beaucoup, et on vous retrouve dès jeudi prochain. Très bonne journée. On va poursuivre.
On va poursuivre cette émission avec une petite musique et puis on revient pour la recette du jour. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises. Voilà, vous avez reconnu au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin un extrait de Charles Aznavour qu'on adore. Alors pour finir cette émission et avant de terminer, je vais vous proposer une petite recette, peut-être deux si j'ai le temps. En tout cas, la première, il fait beau, donc on fait beaucoup de salades en ce moment. Je vous propose une salade de champignons, roquettes et Saint-Jacques ou autre accompagnement comme vous voudrez. En tout cas, c'est Saint-Jacques, c'est la recette de Jacques Chibois, grand restaurateur français. Temps de cuisson 7 minutes, c'est donc très rapide. Ingrédients pour 4 personnes. 80 g de roquettes, 200 g de champignons, 12 noix de coquille Saint-Jacques, un demi-poivron rouge, 8 olives hachées, 7 cuillerées d'huile d'olive de Sardaigne, 2 cuillerées à soupe de jus de citron, une gousse d'ail, une brindille de thym, du sel, du poivre. Alors vous essorez bien sûr la roquette, vous coupez le pied des champignons, vous lavez bien pour enlever les petits graviers. Vous épépinez le poivron et vous le coupez en tout petits dés, vous dénoyautez les olives si elles ne le sont pas déjà, coupez la chair en très petits dés et mettez-les dans une casserole avec de l'eau froide, montez à ébullition et égouttez, c'est pour les dessaler. Vous coupez ensuite les champignons en tranches assez fines. Dans une poêle, faites chauffer 2 cuillères d'huile d'olive avec la gousse d'ail en chemise et le thym. Mettez les noix de Saint-Jacques salées et poivrées à cuire à peine 1 minute de chaque côté, ainsi que les dés de poivron d'olive. En fin de cuisson, arrosez d'un filet de citron et d'une cuillère à soupe d'eau, mélangez 5 cuillères d'huile d'olive et 2 cuillères à café de jus de citron, sel et poivre, assaisonnez la roquette avec la moitié de cette sauce et les champignons avec le reste. Dans les assiettes, eh bien, tout simplement, vous répartissez la roquette et les champignons et vous disposez dessus les coquilles Saint-Jacques. Alors moi, ce que j'aime, c'est quand la coquille Saint-Jacques est légèrement grillée, donc il faut la mettre en poêle très chaude. Voilà, cette émission va s'achever avec notre chanson quotidienne de Rester à la maison par Ambre Charlet. Si vous voulez la réécouter, eh bien, page Facebook Bar de l'économie ou tout simplement la nouvelle chaîne YouTube Bar de l'économie. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao. Today we're going through something very difficult, something that never happened before. We have to separate each other. We have to face the situation. Et ben voilà, Florence, bonne petite émission. And there's only one thing to do. It's to stay at home. Saving life is never